Le mois de l'histoire des Noirs a été inauguré aux États-Unis par Carter Woodson, qui était un historien gradué de Harvard pour combattre le racisme aux États-Unis. De 1996 jusqu'à 1976, il a été célébré principalement aux États-Unis. 1976, il a été reconnu au Canada et officiellement par la Chambre des députés en 1995. Ici à Laval, la mère de mon ami Herbert a commencé à le célébrer dans les années 2000. Donc c'est là que j'ai rencontré sa maman, qui était une des pionnières du mois de l'histoire des Noirs et défenseur des Noirs à Laval, qui avait créé la Ligue des Noirs de Laval. Maïsa, Maïsa. Maïsa bigi kumba fal yaram ge fal di jalo lai wan ñu fi ñu wéré Je trouve que, sincèrement, ici, au Canada, c'est pas autant représenté comme aux États-Unis. Comme c'est vraiment fait différemment. Comme c'est... Ici, on l'entend pas trop. C'est pas trop fêté. C'est seulement nous, entre Noirs, ou entre amis, ou entre petites communautés, on le donne. Mais sinon ça, les gens le savent pas. La chose qui est triste avec le mois de l'histoire des Noirs est le fait qu'il est là. À la cause que dans le passé, tous les Noirs ont été séparés et personne n'avait une connexion ensemble. Alors, en faisant le mois de l'histoire des Noirs, ça nous a donné une chance de rassembler ensemble. Puis je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce mois. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est comme une célébration, c'est une commémoration. À la limite, moi je pense que c'est intéressant, c'est important pour nous de nous arrêter à un moment donné en tant que société. Encore une fois, ma réflexion sur ça, c'est de dire, écoute, ce n'est pas comme une fête réservée aux Noirs, là, c'est juste les Noirs qui doivent faire la grosse fête et puis se dire, oh, oyez, oyez, on est là. Non, ça doit être un temps d'arrêt pour toute une société pour dire que nous sommes diversifiés, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on s'arrête pour reconnaître la contribution de telle communauté qui a été longuement marginalisée, longuement mise à l'écart. Sa contribution n'a pas été reconnue pendant des années, des siècles. C'est une façon de dire, écoute, on va faire un effort pour reconnaître cela et signaler, mentionner l'apport des uns des autres tout au long de ce moment-là. Mais d'autre part, il ne faut pas s'arrêter seulement à la célébration. La célébration, c'est une étape importante pour s'arrêter, mais c'est une célébration qui doit se continuer tout au long de l'année à travers nos actions de tous les jours. C'est-à-dire que dans les sociétés, après avoir fait des affiches sur l'histoire des Noirs, après avoir mis en avant un employé d'origine africaine, est-ce que cet employé-là va avoir un poste de cadre dans quelques mois parce qu'elle le mérite, pas parce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle l'a performé pour l'avoir? C'est un peu ça le défi. Pour moi, le mois de l'histoire du noir, ça signifie un moment où on se fait écouter, où on se fait entendre plus que d'habitude. Je préférerais qu'on n'en ait pas besoin, qu'on puisse exister 12 mois par année, comme tout le monde. Je crois que le mois de l'histoire des Noirs, c'est une manière pour les Noirs d'ouvrir une fenêtre puis dire, regardez, voici notre histoire qui est nulle part dans les livres. Surtout les Noirs qui ont grandi en Amérique, ben, la culture est inexistante, là. Il y a une partie de notre histoire ou de notre culture qui a été effacée, là. Je trouve que avoir un mois de l'histoire des Noirs, c'est important aussi parce que c'est une occasion à saisir par la population pour aller se renseigner sur les vécus, puis commencer une base de dialogue aussi. C'est un moment d'apprentissage parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris à l'école par rapport à nous qui fait que je trouve qu'on peut apprendre, puis on n'a jamais fini d'apprendre en fait. Je trouve que notre histoire, il y a tellement beaucoup de choses qui n'a pas été dit, qui n'a pas été acquis, que je pense que c'est vraiment un moment d'apprentissage puis de nous mettre en valeur encore plus. Le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est une façon de
de mettre encore plus d'attention sur ce qui est nécessaire. Et quand je dis nécessaire, pour moi, connaître l'histoire, c'est nécessaire. Et ce n'est pas l'histoire qu'on veut bien nous raconter, c'est l'histoire de ce qui a été. Et je pense que des fois, il y a peut-être cette erreur qu'on fait de parler de l'histoire des Noirs en se référant uniquement à l'esclavage. Comme plusieurs disent déjà, l'esclavage c'est un accident de notre histoire, parce qu'avant l'esclavage, il y avait déjà cette civilisation grande, intelligente, qui existait déjà. C'est parce que cette civilisation, ces gens, ces peuples existaient qu'on a pu aller les chercher. Et maintenant, avant cet esclavage-là, c'était qui ces personnes-là? Ces hommes, ces femmes, c'était qui? Comment ils voyaient le monde? Comment ils organisaient l'agriculture? Comment ils entretenaient les relations avec les aînés? Comment qu'ils s'adaptaient avec la nature? Comment qu'ils acceptaient de vivre ensemble, de s'entraider? Comment ils prenaient soin des autres? Moi, je dis toujours sur mes réseaux sociaux, je suis toujours noire, mais dans le mois de février, je suis extra noire. Fait que c'est le moment que j'en profite. Moi, je vais partager du contenu, je vais en profiter pour passer des messages. Parce que je me dis que oui, j'existe tout le temps, mais ça a l'air que pendant ces 28 jours, ils m'écoutent plus. Le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est une occasion de reconnaître l'apport de la communauté noire dans nos sociétés. Et c'est vraiment de dire, on a un enjeu, c'est qu'actuellement, dans nos sociétés, on ne donne pas suffisamment de place à cette représentativité-là. Puis, ce mois-ci sert à compenser. C'est une compensation pour toutes les autres occasions qu'on a manqué de reconnaître l'apport des Noirs. Je pense que quelque part, c'est pas occulter ce qui se fait au quotidien, c'est pas occulter l'existence des Noirs depuis des années, mais c'est s'arrêter pendant un moment pour parler de cette culture, pour parler de cette histoire, pour apprendre à se connaître. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je suis de ceux qui pensent que c'est important en Amérique du Nord parce qu'il y a une forte communauté d'afrodescendants. Donc, on parle environ de 200 millions d'afrodescendants qu'il y a. Donc, et les gens, même parmi ces afrodescendants, il y en a qui ne connaissent pas leur histoire. Donc, c'est vraiment un moment où on s'arrête pour apprendre de cette histoire, pour la divulguer, pour partager avec les gens, parce que ça ne doit pas être non plus une célébration entre Noirs, mais une façon de s'ouvrir aux autres. Le mois d'histoire des Noirs a pour propos, premièrement, c'est un devoir de mémoire pour rappeler aux gens ceux qui se sont battus pour ouvrir des portes. Donc, ça donne une opportunité de parler des victimes de la lutte pour ouvrir les portes. On peut parler de Mandela, qui a passé 27 ans. On rappelle ça aux gens qu'il y a encore des souffrances. Martin Luther King, qui a été assassiné. Les gens qui sont de moindre stature, mais qui ont contribué au développement de la société. Donc ça, c'est d'une part. La deuxième partie, c'est de répandre le besoin de s'affirmer dans la société. Donc, de demander, de stimuler les jeunes pour qu'ils sortent de leur torpeur et qu'ils se mettent à travailler pour avoir un futur meilleur. Moi, mon travail, c'était, quand plus jeune, d'aller dans les écoles pour dire, vous pouvez être médecin comme moi. Vous n'avez pas à aller dans les rues. Vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être architecte, vous pouvez être designer. Vous pouvez faire beaucoup dans la vie, mais il faut travailler pour le faire. Depuis la mort de George Floyd, selon moi, il y a plus de gens qui sont à l'écoute, mais pas nécessairement plus de gens qui sont dans l'action. Okay? Ils entendent les mots qu'on dit. J'ai l'impression qu'ils n'agissent pas. Des fois, c'est par peur qu'on leur dise qu'ils sont racistes et tout, mais je crois pas qu'il y a plus de gens dans l'action. Parce que si tu regardes les personnes qui... Mais je peux rien dire parce que je peux indiquer ce sujet. Va leur demander combien de livres ils ont lu depuis 2 ans.
Ils ont pas cherché tellement à s'éduquer plus sur le sujet. La mort de George Floyd, genre les gens en parlent comme si c'était une célébration, surtout dans les nouvelles là, comme c'est la commémoration de la mort, comme si c'est festif. Mais après ça, c'est que George Floyd n'aurait jamais choisi d'être mort pour prouver un point. Puis c'est la chose la plus absurde parce que le procès de George Floyd, c'est l'affaire qui a prouvé à quel point que le racisme est présent dans la société. C'est qu'un homme noir a été tué par un policier blanc, mais il a fallu que ça prenne des mois en cours pour prouver que c'est vraiment arrivé quand que toute la société, tous les continents ont vu sa mort, puis ont été témoins, mais il faut prouver qu'il est vraiment mort. C'est à quel point que comme, waouh, j'ai mal, puis il faut que je prouve que j'ai mal. J'ai soif, pour que je prouve. My God! Genre, pourquoi c'est si difficile me croire? Pourquoi c'est difficile, genre, de juste accepter le fait que moi, je peux vivre des choses que tu peux pas comprendre, mais genre juste comme être gentil, en fait, avec moi, genre de me prendre en considération. Fait que oui, George Floyd, je trouve qu'au niveau de la représentation, il y a beaucoup plus de personnes noires à la télévision. Mais après ça, genre, moi, je veux que les gens focusent sur le fait que le racisme, c'est pas juste les personnes noires et les personnes blanches. Le racisme, c'est toutes les personnes, toutes les personnes racisées, toutes les communautés qui doivent justement apprendre à avoir la même place dans la société. Puis après ça, est-ce que je pense qu'on est arrivé? Non. Il y a tellement de travail à faire, il y a tellement justement de stéréotypes qui sont encore véhiculés. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie. Puis j'ai espoir que les communautés futures, la génération en fait future, on est plus, comme qu'on dit, woke. Puis c'est pas négatif être woke, au contraire, je trouve que c'est bien d'être réveillé. Parce que qui veut être endormi? On est, en tant qu'être humain, on est appelé à évoluer. Depuis la mort de George Floyd, je pense qu'il y a eu un avancement significatif. Il y a un très, très gros avancement. Parce que malheureusement, le décès de George Floyd a été tellement médiatisé, ça a permis à toutes les sphères de la société, que ce soit au niveau industriel, commercial, politique, de pouvoir bouger. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons battu des records extraordinaires, par exemple, juste au niveau des élus municipaux là, d'origine africaine, il y en a 25 ou 27 au Québec. C'est un chiffre qui parle directement de soi-même. Mais c'est dommage qu'on ait dû passer par là, qu'on ait dû attendre la mort d'un humain de manière aussi dramatique pour pouvoir arriver à avoir cette avancée-là. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'on doit arriver à un drame pour pouvoir faire avancer la société dans la réflexion par rapport à l'inclusion, par rapport au vivre ensemble? Je pense que non. Deuxième chose, est-ce que ce momentum, parce que les gens parlent de momentum aujourd'hui par rapport à les opportunités que les gens d'origine africaine ont, ou les afrodescendants, est-ce que ce momentum sera durable? C'est la grosse question que je me pose. Et ça dépend en fait de la volonté politique, n'est-ce pas? Mais ça dépend aussi, encore une fois, de l'engagement des personnes d'ascendance africaine. Si on trouve que c'est une belle opportunité de se faire prévaloir, de se faire valoir, et qu'on oublie que nous avons un héritage à transmettre, on aura joué un faux jeu. Parce qu'on aurait profité juste de l'occasion, entre guillemets, de la mort de George Floyd pour se positionner personnellement et oublier qu'on a tout un héritage à transmettre à nos enfants, mais aussi une société inclusive à bâtir ensemble. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis George Floyd, que ça a ouvert des yeux à une réalité. Les gens n'en étaient pas conscients quand tu arrives pour voir des gens, peu importe les gens, avec des problèmes. Les problèmes, ça éloigne les gens. Fait qu'avant de pouvoir entrer en communion puis de parler d'un problème, je crois qu'à prime abord, il faut créer un pont, il faut créer de l'amitié, il faut créer une relation, puis après ça, le dialogue est possible, puis le dialogue va être compris. Ce qui est encore plus aberrant, c'est que quand il y a eu George Floyd, il y a eu comme une mobilisation mondiale. On s'attendait à plus de justice. Puis des forces en arrière se sont réveillées, puis sont arrivées actuellement à renverser la balance, à dire que cette indignation mondiale, c'est le fait d'être woke. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais à être éveillé, être alerte, à être debout contre les injustices? On descend dans un sens de pas bon, parce que
Une chose que ma mère voulait pas avoir dans la maison, c'est la télévision. Puis maintenant, tout le monde a une télévision dans leurs mains. Faut focus sur la télévision et pas sur le monde. Alors, elle savait que si ça viendra plus fort, le monde sera plus pas le même. Oui. Distraire, La désinformation. Désinformer, Ouais. distraire, pas connecter. C'était quelque chose qu'elle a vu avant qu'on est ici maintenant. Oui. Alors, c'est pas facile de se dire si on va être mieux. Oui. Mais moi, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat où les gens s'enferment pour ne pas régler les problèmes. On ne peut plus rien dire, c'est s'arrimer sur des détails. Parce que si vous voyez toute la discussion autour de qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, c'est sur des mots offensants, c'est sur des positions que les gens ne veulent pas prendre pour combattre le racisme systémique, c'est une non-reconnaissance de l'histoire ou une réécriture de l'histoire. Donc, quelque part, on est vraiment en train de gratter les plaies, puis c'est sûr que ça fait peur. Il y a des gens qui ne veulent pas aller plus loin que ça. Mais il faut le faire. On a l'obligation de le faire pour nos jeunes, pour qu'ils puissent grandir dans une société plus apaisée, puis que les gens sachent que la diversité culturelle, c'est une richesse. Puis l'inclusion, ça prend de connaître l'autre, ça prend aussi de se connaître, puis ça prend d'accepter l'autre dans sa différence. Donc, il faut qu'on se dise les vraies choses, puis les choses qui fâchent. L'expression « on ne peut plus rien dire », je crois qu'elle n'est pas véridique. Je crois qu'on peut encore tout dire. C'est juste que la différence avec auparavant, c'est qu'il y a des groupes qui encaissaient et qui ne répliquaient pas. Et maintenant, les groupes répliquent. Fait que tu as encore le droit de tout dire, mais il y a des gens qui vont répliquer. Avant, non. Avec la mouvance qui est de Black Lives Matter, notamment, que certains associent au wokisme, c'est vraiment ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une volonté de pointer du doigt pour dire « eux, ils sont pas bons, il faut pas qu'on les écoute ». Alors que c'est tout le contraire de ce qui est demandé, de vraiment, on a des enjeux, on veut vraiment pouvoir les nommer, puis on veut pouvoir être entendu, puis qu'il y ait du travail qui soit fait pour les améliorer. La société, on ne l'améliorera pas en 2 jours, puis tout le monde est conscient de ça, mais c'est vraiment de dire, si on refuse de l'entendre, si on refuse de le voir, si on est toujours dans pointer du doigt, on n'arrivera pas à avancer. Puis ça, pour moi, ça c'est un message qui est vraiment des 2 côtés, de dire, on doit s'assurer d'être conciliant, de comprendre d'où vient l'autre, puis de travailler avec lui pour avancer ensemble. Je trouve ça toujours drôle parce que moi, je vois que c'est les personnes qui sont les plus oppressées qui n'ont pas le micro en général. Parce que les personnes qui crient au loup, c'est qu'ils ont la plateforme pour crier au loup, puis justement aller éparpiller le message que les personnes qui sont woke sont en train de nous censurer. Puis après, je suis comme... T'as une plateforme pour aller crier à tout le Québec que t'es censuré, puis moi, genre, de mon petit 5000 abonnés d'Instagram, c'est moi qui t'oppresse. Là, faut qu'on se dise, faut qu'on discute parce que, genre, il y a un problème. On n'a pas la même oppression. Mais tu comprends, c'est comme si on n'a pas les mêmes problèmes. C'est même pas qu'ils n'ont pas la même oppression. Ils sont oppressés de où même? De quoi même? Moi, c'est ça mon problème parce que c'est souvent les gens qui sont les plus privilégiés qui veulent parler tellement de sujets qu'ils savent pas, en fait. Fait que pourquoi vous voulez dire on peut plus rien dire? Donne juste le micro à quelqu'un d'autre. Mais ça me fait vraiment mal le fait que même si on veut s'exprimer, parler et juste dire ce qu'on a à dire, on se fait directement couper. Moi, je trouve que ça dépend quand même parce que il va y avoir des espaces où est-ce que, justement, il faut que la personne blanche ou les autres communautés savent quand passer le micro. Dans le sens que, comme, c'est pas normal que ça soit une personne d'une autre communauté qui représente une autre communauté. Mettons, genre, moi, je suis noire, c'est pas normal que ça soit, genre, une personne asiatique ou une personne blanche qui va représenter la communauté des Noirs parce que tu ne fais pas partie de la communauté. Tu peux supporter la communauté. Nous, en tant que personnes noires, on a besoin d'avoir des alliés de la communauté blanche. On a besoin de travailler ensemble. On vit dans un monde qui est bâti sur le racisme. On vit dans un monde de blancs. Mais après ça, c'est juste que quand il y a la place pour qu'une personne noire ait l'espace pour parler justement de son vécu, de sa réalité,
Je trouve que c'est bien de passer le micro. Puis après, il va y avoir des débats où est-ce que nous, on ne sera pas invités à la table parce qu'il y a des milieux qui a juste des personnes blanches. Puis c'est normal, justement, qu'on ait des alliés qui, là, vont prendre parole pour que si, mettons, dans cette table de personnes blanches, qu'il y a quelqu'un qui dit le mot en haine, mais qu'il y a une des personnes blanches qui est alliée qui reprenne la personne pour dire que non, ça ne se dit pas parce que cette personne-là prend le temps de s'éduquer, parce que la personne-là veut faire partie du changement, puis veut aider aux luttes, justement, contre le mouvement antiraciste. Moi, je dirais qu'il y a, dans toutes peut-être les causes, j'ai l'impression, qui sont mises de l'avant, il y a toujours des modes, j'ai l'impression. Il y a comme, maintenant, c'est le temps de parler de telle affaire, mais c'est le temps d'utiliser tel terme ou tel autre terme. Et des fois, ça amène peut-être une dimension qui n'aide pas, disons, l'avancement ou bien la discussion. Donc, moi, je pense sincèrement que ceux qui ont les micros, ou celles qui ont les micros, qui peuvent se retrouver dans des espaces, sur des plateformes pour parler, je pense qu'ils doivent continuer à parler, à dénoncer ce qui doit être dénoncé. Et c'est sûr qu'il y a des modes qui vont arriver, qui vont nuancer ou bien qui vont teinter un petit peu la discussion. Mais je pense que l'important, c'est de toujours continuer à s'éduquer, à s'informer. Je pense que les personnes qui peuvent plus rien dire sont tellement habituées d'être en monologue toute la journée. Et quand tu leur dis « Hey, on peut-tu rentrer dans le dialogue? » Ils pensent que tu veux les mettre sur mute. Mais non. Partager le micro, c'est pas donne le micro puis parle plus. C'est juste partage le micro. Fait qu'au lieu de faire ton one-man show, tu pourrais juste nous inviter puis faire une entrevue. On parlait de la télévision que Aldia ne voulait pas dans la maison. On a l'Internet et la désinformation sur le web est encore beaucoup plus grande. Alors, quand on commence avec un mensonge, on le répète, et ça devient la vérité. C'était le principe de Guébon avec des Allemands. Si on ment, on dit que les Juifs sont des cockroaches, ce sont l'opprobre de la planète, les gens le croient. Donc, quand quelqu'un veut s'indépendiser, prend la défense, si on le traite de méchant parce que au lieu de voir qu'il est lésé, on va répandre la propagande que c'est un soulevé, c'est un arrogant, c'est quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'il veut seulement défendre ses droits. C'est facile de vilipender les gens et de les rendre mauvais et de répéter ce mensonge à bout de temps. Pourquoi qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Pourquoi qu'on ne pourrait pas améliorer le vivre ensemble en société? Parce qu'au final, chaque culture, chaque nationalité apporte quelque chose. Il n'y aurait pas de Québec sans les immigrants, tu sais. Après ça, c'est comme... Il faut qu'on arrête de traiter les personnes qui viennent d'ailleurs comme si qu'ils étaient juste comme... C'était un privilège. C'est pas un privilège être au Québec. En fait, c'est qu'on contribue à ce que le Québec soit là, tout simplement. Ce commentaire, quand quelqu'un s'exprime et dit qu'est-ce qu'il connaît, et on dit t'es trop woke, c'est pas censé être une insulte. Au contraire, on doit être réveillé parce qu'il y a beaucoup de Noirs sont endormis. C'est éminemment politique, cette affaire-là. Donc, l'histoire de définir les gens comme woke, puis de toujours prendre l'indignation, renvoyer l'indignation des gens à eux-mêmes, c'est une stratégie. C'est une stratégie de la droite et de l'extrême droite. C'est une stratégie pour vouloir dire, regardez ces gens-là, ils s'intégreront jamais, ils sont toujours indignés, ils sont toujours fâchés, au lieu de chercher à comprendre où est le problème. On n'ouvre pas les portes à la représentation. La représentation, c'est tellement important, puis on dirait que les personnes ne comprennent pas ça. Comme les personnes pensent qu'on veut être, comme on veut tellement être des stars de la télévision, des stars du modeling. C'est pas ça, c'est que c'est tellement important la représentation parce que justement, ça empêche de pas être ignorante en fait. Parce que quand tu vas à l'épicerie, tu vois des personnes noires, tu vois des Asiatiques, tu vois des personnes arabes. Fait que pourquoi dans ta télévision, ça serait...
je sais pas quoi faire. Si on veut que quelque chose arrive en ce sens-là, de plus de représentativité, il faut qu'on l'exige. Ce que ça veut dire, c'est comment est-ce qu'on consomme les médias. Quand on regarde des émissions, est-ce qu'on accepte qu'il n'y ait aucun acteur qui soit issu des communautés noires? Est-ce qu'on accepte qu'il n'y ait aucun acteur qui soit de la diversité? Si la réponse c'est oui en partant, ben on le favorise, cet environnement-là. Alors que si on décide que non, ça ne nous convient pas, et aujourd'hui, avec l'Internet, on sait qu'on a accès à plusieurs types de matériel, donc on peut découvrir de partout, ben on peut refuser de regarder certaines choses, puis c'est un boycott comme on le fait avec certaines compagnies. Quand une compagnie offre un produit qui n'est pas créé éthiquement, on peut refuser de le consommer, ben c'est la même chose avec les médias. S'ils créent des émissions, puis qu'ils décident qu'ils vont ignorer un pan de la population, ce pan de la population-là a tout à fait le droit d'ignorer aussi cette émission-là. La représentation de la communauté noire dans l'ensemble des sphères de la société, je trouve que c'est très pertinent, puis c'est primordial. C'est primordial parce que l'avenir d'une société, c'est les générations futures, mais cette génération, elle se prépare dès maintenant, et puis pour qu'elle se prépare, qu'elle se développe, il faudrait que les jeunes aient des modèles partout dans la vie quotidienne. Quand les gens se présentent dans un sport, mettons, il faudrait qu'il y ait des entraîneurs qui les représentent. Lorsqu'on regarde la télé, c'est important qu'on ait des modèles qui nous représentent. À l'école, c'est important aussi qu'on ait des modèles qui nous représentent. Donc, dans les sphères décisionnelles, c'est important qu'il y ait de la représentativité dans ces sphères-là pour donner du courage aux jeunes et puis leur donner des modèles positifs. Ça me fait toujours rire quand ils disent que le Québec n'est pas nécessairement prêt à nous voir, ils sont pas, tu sais, genre comme il faut qu'on y aille doucement, on veut pas trop les brusquer. Bref, c'est mettons, moi en tant que personne noire, on m'a jamais préparé à vivre du racisme. On m'a jamais préparé pour mes oppressions. Moi, je sors de chez moi, il faut que je m'attende ou pas à en vivre. Fait après ça, je me dis que peut-être que les gens ne sont pas prêts, mais quand on devient prêt, c'est qu'on se prépare. Quand on prépare, c'est pas en faisant aucune action. Mettre un carré noir pour dire qu'on soutient la lutte du BLM, du Black Lives Matter, ça ne change pas grand-chose dans ma vie au quotidien. C'est prendre des actions concrètes. La télé, c'est un outil puissant là, qui a fait quand même l'éducation du pays. Là. Donc, la représentation, ça vient un peu démystifier l'inconnu. La représentation, ça va défaire des images préconçues. Souvent, c'est que si tu ne te vois pas dans un endroit, tu vas pas forcément penser que tu peux y aller ou que tu es bienvenu. Fait que pour moi, la recommandation, c'est ça. C'est de dire aux gens qui sont bienvenus. Si on te voit, parce que si on te voit dans la télévision, on t'entend à la radio, on te donne un micro, pour moi, ça veut dire qu'on est les bienvenus. Ça veut pas juste dire, on n'est pas raciste, on vous haït pas. Ouais, mais il n'y a pas à haïr, puis il y a aimer. Mais j'ai l'impression que quand on est inclus dans la société, dans les arts, dans tout, c'est que on est voulu. C'est l'accès à l'information qui est important. Et comme je disais, l'éducation, c'est l'arme contre le racisme. Et ça prend des chaînes qui sont ouvertes. Quand on voit le test des poupées, que les enfants noirs, ils vont toujours choisir des poupées blanches versus les poupées noires parce qu'eux, ils sont comme, c'est ça qui est beau. Moi, je travaille avec les enfants, puis je trouve ça tellement triste, ça vient me chercher parce que, déjà, l'enfant, moi, je travaille avec des enfants qui ont, 2-5 ans, puis des enfants de 3-4 ans que je travaille avec qui vont me dire non, moi j'aime ça être blonde, puis mettons des fois je mets des perruques pour aller travailler, puis ils vont me dire j'aime tellement ça avoir des cheveux comme ça, puis moi j'en profite pour dire non, t'es belle comme toi, tu peux faire plein d'affaires, tu sais, j'essaie de justement les donner de l'amour de soi parce que je trouve que c'est important, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas, puis la représentation en joue pour beaucoup, tu sais. Être noir au Québec ou ailleurs dans le monde, c'est vraiment continuer à pousser nos revendications, à faire entendre nos voix. C'est aussi écouter les autres parce qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans les revendications. Il y a plein de gens qui se ferment parce qu'ils ne comprennent pas, puis qu'ils sont dans une attitude défensive. Et je pense qu'en expliquant nos objectifs, en parlant aux gens d'une société qu'on voudrait plus unie, plus diversifiée, peut-être qu'on gagnerait aussi plus de voix. Être noir aussi, c'est demander une diversité des voix. Malheureusement, ce qu'on voit au Québec, c'est qu'il y a souvent des représentants autoproclamés.
puis des représentants qui font aussi l'affaire du grand public, qui fait l'affaire des médias. C'est des voix souvent politiquement correctes ou bien des voix un tout petit peu revendicatives en autant que ça n'offense pas. On ne peut pas régler des problèmes en les occultant. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment parler avec les militants, parler avec la majorité, écouter les voix. Mais en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'à travers les années, il y a vraiment eu un vide qui a été créé. On n'a jamais favorisé la place des Noirs dans la société. Ce n'était pas quelque chose qui était célébré. Ce qui a fait qu'il y a toujours eu un vide. Les personnes issues des communautés noires n'ont pas été en mesure de voir des représentants de leur communauté accéder à certains postes. Donc, on ne peut pas s'imaginer y accéder un jour. Avant de voir Barack Obama, est-ce qu'on pouvait s'imaginer un jour que quelqu'un de peau noire pourrait accéder à être président? Aujourd'hui, je le vois, puis je suis fier de le voir à Laval. On a des directeurs généraux de grandes institutions, notamment la ville, puis le centre des services scolaires, qui sont noirs. Puis ça peut vraiment donner une image forte qu'il est possible d'accéder à ces postes-là, puis qui ne sont pas réservés à une certaine classe de la population. Au niveau de la culture, avoir une vision plus large, au niveau des médias aussi, ça commence, mais ce n'est pas encore arrivé au stade où ça devrait être. Et en même temps, il y a toujours cette volonté de se protéger, puis de prendre comme prétexte que la population n'est pas prête à avoir plus de diversité, à avoir plus de noirs. Si Opal existe ou d'autres structures comme Opal existent, c'est parce qu'on n'a pas cette visibilité-là. Vous comprenez? Il faut qu'au niveau de Radio-Canada, de TVA, de toutes ces grandes chaînes-là, qu'il y ait plus de diversité et une vraie diversité. Vous comprenez qu'on arrête juste de mettre disons, des athlètes ou des comédiens ou des gens connus, qu'on aille aussi parler à nos experts qui sont en santé, qu'on aille parler à nos chercheurs, qu'on aille parler aux jeunes qu'on embauche des journalistes issus des minorités, qu'on considère les gens comme des Québécois, puis qu'on les recrute comme des Québécois qui parlent à une société québécoise diversifiée. Sans les Noirs, il n'y a pas d'histoire, c'est réel, c'est exact, et c'est sans prétention, parce que la plupart des recherches démontrent que les premiers êtres vivants au niveau tout ce qui est fouilles archéologiques se retrouvent au niveau de l'Afrique. Donc c'est le berceau de l'humanité. De manière scientifique, c'est prouvé, ce n'est pas une question de revendication ou autre. Moi, je pense que c'est très important, en fait, de rappeler d'où on vient, puis de rappeler qui on est. De la même manière qu'il faut rappeler que, mettons, les premiers étaient les Autochtones. Fait que quand les gens disent « retourne dans ton pays », frère, où tu vas aller, toi, si je te dis de retourner dans ton pays? Tu comprends? Où tu vas aller? Se basant en effet sur ce qui a déjà été prouvé, l'histoire de l'humanité vient du continent africain. Tout le monde vient de là, du continent africain. Et donc, si ces premiers hommes, ces premières femmes n'existaient pas, il n'y aurait pas eu cette migration vers d'autres terres, il n'y aurait pas eu cette culture-là qui a subi des déclinaisons, qui prend d'autres formes d'expression dans d'autres pays. Il n'y aurait pas eu ça. Donc, en effet, je pense que cette histoire des Noirs, elle est vraiment la base, la fondation de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Si on regarde la science, l'histoire se base d'abord et avant tout sur l'évolution d'une population. La population a commencé avec les Noirs. Les Noirs en ont toujours fait partie, peu importe les civilisations, peu importe l'endroit dans le monde. Maintenant, leur apport a été différent dépendamment de quelle civilisation, puis la place qui leur a été accordée aussi. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a nulle part sans Noirs. Il n'y a pas d'Amérique sans Noirs, il n'y a pas d'Europe sans Noirs. Il y a les grands événements de l'histoire se sont fondés grâce à la population noire, les populations africaines qui ont soutenu les mouvements sociaux qui sont arrivés. Et on peut penser aux guerres notamment où ils ont fait appel
à des militaires qui venaient d'Afrique. Sans ces militaires-là, on ne peut pas penser que l'Europe serait la même. L'histoire a besoin des Noirs pour exister. Quelque part, en expliquant et en apprenant cette histoire, les gens pourront peut-être se rendre compte des préjugés qui sont vraiment faux, que ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas de culture, que cet argument a été avancé quelque part pour légitimer les conquêtes, mais il y avait des empires, il y avait des démocraties, il y avait de la monnaie, il y avait une charte, on parle de la charte du Mandé, on parle d'autres chartes qui existent dans des grands empires en Afrique. Donc oui, il y a une histoire, il y a une culture, il y a eu des réalisations et il y a une injustice que ce peuple a subie. Imaginez 12 millions, c'est un peu plus que la population du Québec. De gens qu'on a enlevés valident d'un continent. Qu'est-ce que ça prend pour se reconstruire? Et ça fait juste 60 ans, si je parle de l'Afrique, que ce continent est libre, en quelque sorte, si on oublie l'aspect néocolonialisme. Et des afrodescendants qui, qu'on le veuille ou non, ont quand même subi un traumatisme qui est là, qui est encore là, puis continue à vivre des discriminations. Donc, je pense que quelque part, toute personne qui est ouverte à l'injustice pourrait comprendre ça. Puis en éduquant nos jeunes, on arriverait à vivre dans une société plus apaisée. Il ne faut pas baisser les bras. Et je pense que les années qui viennent vont être assez difficiles parce que plus il y a de diversité dans le monde, plus il y a d'immigration et les multicultures, plus les dominants, les suprémacistes se sentent menacés. Donc, la bataille pour avoir sa place dans la société et éduquer les gens. Il y a seulement une race sur la planète, c'est la race humaine. Et la paléogénétique qui est allée en Afrique pour trouver notre provenance a découvert que nous venons tous de l'Afrique. Il y a 75 000 ans, il y avait seulement des Noirs sur la planète. Et quelqu'un qui a décidé, j'en ai assez de voir les lions et les girafes, a décidé d'émigrer. Donc, ça a été vers l'Europe d'abord, ensuite vers l'Asie et ensuite l'Amérique. La majorité des gens qui ont émigré ont un chromosome, c'est le chromosome, le D4, qui est le chromosome pour la bougeotte, pour aller voir les choses. On le trouve aussi jusqu'à la Terre de Feu, en Argentine. Donc, les gens ont marché sur la Terre et au fur et à mesure, notre physionomie a changé. Les yeux, les couleurs de la peau, la mélanine. Donc, c'est ça. On a une race, c'est la race humaine. Nous sommes tous humains. Pas de différence. Nous, ça nous fait du mal parce qu'après, on va rentrer à la maison et poser à nos parents « maman, pourquoi je ne suis pas blanche? Pourquoi je n'ai pas des cheveux longs? Pourquoi je n'ai pas des cheveux lisses? » Et ça devient à devenir une insécurité pour une jeune fille noire. Mais moi, heureusement, j'ai été préparée, étant jeune, que ces genres de questions-là allaient arriver. Ce genre de questions de « retourne dans ton pays, pourquoi tu es noire ?» J'allais les recevoir. Donc, psychologiquement, ça m'a affectée, mais j'ai appris à devenir à la défense, à venir à leur dire que je suis peut-être noire, mais ce n'est pas parce que je suis noire que je suis pas humain. Au début, je comprenais pas pourquoi ils me posaient toutes ces questions-là. Mais après, j'ai compris que c'est une question d'éducation aussi. Dans les médias, chaque fois qu'on parle des Noirs, c'est à propos d'un truc de racisme. Fait que moi, c'est ce que j'essaie d'éviter, c'est la représentation. Mettons, j'écoutais une série télé, ça s'appelle Supernatural. 13 saisons. J'adore cette série. Mais j'ai remarqué, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter la série, qui était une de mes séries préférées, parce qu'à chaque fois qu'on voyait des Noirs, c'était un méchant. Fait que moi, j'essaie que dans toutes mes apparitions, je sois quelqu'un de normal. Si je joue dans une série, maintenant, je refuse de jouer un méchant, un caïd, un gang de rue. Moi, je veux jouer un personnage normal, je veux pas jouer un personnage de noir. Je veux jouer un docteur, un policier. Mais j'essaie de normaliser puis de nous humaniser. Parce qu'inconsciemment, dans la tête des gens, on n'est pas considérés comme des humains.
Le combat des femmes noires, c'est vraiment difficile parce qu'on sait déjà que les femmes noires sont l'être humain, en fait, le plus oppressé. Nous, on est en bas de l'échelle. Non seulement on est oppressé par tout le monde, mais même de notre propre communauté. Même les hommes noirs nous oppressent. Et le fait que nous, on doit se battre every day, on doit se battre chaque jour. Puis en plus, l'affaire, c'est que on est déjà oppressé, mais on dirait qu'on se rajoute de la tâche. C'est souvent nous qui est devant la liste. Au front des mouvements. Au front, like, ouais, comment on dit? La ligne... Au front des mouvements, c'est souvent nous. Comme tu as dit, Black History Month, c'est les femmes noires. Black Lives Matter, c'est des femmes noires. Souvent, c'est les femmes noires qui se mettent devant pour défendre même l'homme noir. La chose qui m'a marqué le plus comme événement, c'est que j'ai perdu un emploi à cause de ça, à cause du racisme, de cette discrimination-là. Et ce qui est déroutant, c'est que quand ce cycle de discrimination a commencé, je m'en étais pas rendu compte parce que j'évite souvent de toujours utiliser cette carte-là pour dire « Ah, ben, il m'aime pas parce que je suis noire. » Mais donc là, j'ai été vraiment à trouver des explications par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment juste au niveau des relations interpersonnelles? Est-ce que c'est... Mais finalement, pour comprendre à la toute fin ce qui se tramait et le mobile de tout ça. Donc ça, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Mais sinon, je pense que dans la vie de tous les jours, il y a ces situations-là où on sent qu'on ne peut peut-être pas trop le définir pour dire cette personne a telle attitude ou bien tel comportement vis-à-vis de moi. Mais des fois, c'est subtil. Puis en général, quand on n'est plus dans la situation, c'est là qu'on se rend compte, on se pose la question, ah, mais pourquoi il m'a répondu comme ça? Oh, pourquoi il m'a dit telle affaire? Oh, pourquoi... Donc, ou bien des fois, on est dans un travail, puis on devient comme l'élément de curiosité pour tout le monde quand c'est l'heure du lunch. Ah, ça sent quoi? Qu'est-ce que t'as apporté? Donc, c'est comme des petits comportements de ce genre-là qui font que ça peut être lourd, des fois, à la fin d'une journée. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en tant que personne noire, quand que je sors de chez moi, je suis la fille noire avant d'être moi-même, avant d'être Christelle. Puis justement, c'est sûr que c'est un fardeau à porter parce que moi, je porte le fardeau de toutes les personnes noires qu'une personne blanche va rencontrer. Puis moi, j'aimerais ça me débarrasser de cette responsabilité parce que je trouve que c'est important en tant que personne noire qu'on ait notre individualité dans le sens que moi, je suis noire, Naïla, à côté de moi, est noire, Laurie est noire, mais après ça, en tant que femme noire, on est 3 femmes complètement différentes. Puis après ça, moi, me faire comparer à toutes les autres noires, je trouve ça un peu rabaissant, puis c'est difficile. Puis même par rapport à mes cheveux, pendant un moment, ça a été difficile, justement, parce que, tu sais, tu veux rendre les gens confortables. L'autre jour, je parlais justement avec notre fille noire, puis on parlait du fait que quand on va au travail, on doit se poser la question, est-ce qu'il faut qu'on garde nos mêmes cheveux ou est-ce qu'il faut qu'on change nos cheveux? Ou comme est-ce que les gens vont trop parler si on change nos cheveux parce qu'on est habitué de rendre les gens confortables. La question de où est-ce que je viens, elle arrive tout le temps parce que en 2014, je m'étais présenté pour devenir commissaire scolaire, ce que je suis devenu. Puis lors de la campagne, j'avais 18 ans, j'allais cogner aux portes puis je disais aux gens que je veux devenir commissaire scolaire. Puis les gens, ils me demandaient tout le temps, « OK, mais toi, tu viens d'où? » Puis cette question-là, elle m'a marqué beaucoup plus que je le pensais parce que je ne savais pas quoi répondre. Puis c'est pas... Je comprends que les gens ont une curiosité qui est pas malsaine, mais qui voit pas l'impact de leur question. Quand ils me demandent d'où je viens, ça implique que je viens pas du Québec. Ça veut dire que je viens pas de Laval. Il faut que je justifie d'où je viens, puis mon parcours de vie, de comment j'aurais voyagé à travers le désert pour venir jusqu'ici. La réponse que je donne maintenant, puis ça, c'est une réponse que j'ai définie, c'est quand on me demande « Mohamed, d'où tu viens? » C'est de Laval. Et je veux même pas aller plus loin que ça. Je me limite à ça parce que c'est vraiment là, c'est mon sentiment d'appartenance. J'ai un fort sentiment d'appartenance envers ma ville. Et si certaines personnes ont des questions par rapport aux origines de mes parents, ce qui va me faire plaisir de parler, il faut qu'ils le demandent de ce sens-là. Moi, je viens de Laval. J'ai grandi à Laval. J'ai vécu toutes mes expériences à Laval. Je suis un Lavallois. Je pense que les personnes oppressantes ont pas compris que les personnes qui sont en situation de discrimination ne veulent pas inverser les rôles. On veut juste être égal. Comme personne veut que vous soyez opprimé à la place de l'autre. On veut juste faire « Hey, des droits humains, ça me tente. » Ça, c'est tellement important parce que j'ai vraiment l'impression que notre lutte
ils pensent qu'on veut être contre eux. Mais c'est pas ça le but. On veut juste la paix, en fait. On veut juste la paix. Je veux juste pouvoir aller déposer mon CV quelque part, puis pas penser, oh my God, est-ce qu'on va me prendre? Puis mettons, mon amie Blanche, que je sais qu'elle va être prise peut-être. Je veux juste avoir la paix d'esprit de pouvoir savoir que nous donne les mêmes nombres de pourcentage de chances d'être pris dans le travail. Je veux pas qu'on me prend moi seulement, mais on prend pas mon ami. C'est comme... Le but, c'est vraiment pas d'être contre les personnes blanches, mais ils pensent tellement que c'est contre eux que c'est justement ça le privilège d'être une personne blanche. Parce que tu as tellement le privilège que tu penses que tout est contre toi, puis tu penses que comme... Non, on veut juste la paix. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, justement, qui est lié au fait que les personnes blanches voient le mot raciste comme le diable, comme Voldemort. Il faut pas le dire, tu sais. Mais après ça, c'est juste que le mot raciste, en fait, on va dénoncer, quand on va dénoncer le racisme, on va dénoncer une action, on va dénoncer un propos ou quelque chose qui ne nous rend pas bien. Au final, genre, mettons que mon amie qui est blanche va dire quelque chose qui est raciste, je vais lui dire que c'est raciste, mais je n'ai pas moins l'aimer parce qu'elle a commis une erreur, parce que personne n'est parfait. Moi, en tant que femme noire, j'ai grandi dans une société qui m'a appris à normaliser le racisme. Après ça, je ne peux pas blâmer les autres de faire des erreurs non plus. Même moi, j'en ai commis par rapport au racisme. J'ai accepté des affaires qui me dévalorisaient. Je ne savais même pas parce que je n'étais pas assez éduquée, justement. Puis maintenant que je sais mieux, je peux faire mieux. Souvent, je préfère parler de vivre ensemble que de racisme. Je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que je me dis que l'homme est fondamentalement bon. Peut-être qu'on dit aussi la société le rend mauvais ou bien son éducation. On ne peut pas naître raciste. C'est une éducation qu'on arrive à acquérir d'une façon ou d'une autre dans la vie, dans sa jeunesse et tout ça. Et le parcours, en fait, de chacun arrive à faire qu'on puisse vivre des situations difficiles. Une personne blessée blesse. Donc, que tu sois noir ou blanc, quand tu as été blessé, tu vas chercher à blesser aussi. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de moments où il faut vraiment serrer les dents et se fixer sur ses objectifs pour continuer à avancer. Il faut aussi ne pas accepter l'inacceptable. Donc, arriver toujours à savoir quels sont mes recours quand je me trouve, mettons, face à une discrimination. Arriver aussi à parler aux gens, puis à les regarder droit dans les yeux, puis dénoncer l'injustice. Des fois, les gens, ils en ont marre. Okay? Puis ça, c'est ce qui me fait le plus peur, que les gens arrivent à un stade où ils en ont vraiment tellement marre. Puis j'entends le discours. Je suis dans le domaine de la com. Je parle souvent à des femmes racisées, des femmes voilées. Puis le réflexe, c'est que, bon, moi, j'en ai tellement marre que quand je vois ce discours à la télé, j'éteins ou je zappe. Ou quand ils parlent de tout ça, je ne veux rien savoir. Ou bien, quand ils voudront faire leur loi, juste qu'ils m'avertissent, je vais quitter le Québec. C'est sûr que c'est quelque part laisser la porte ouverte à toutes ces politiques. Il faut continuer à se battre. Comme femme noire et surtout entrepreneur, et qui cumule le fait aussi d'être musulmane, j'ai eu toutes les facettes de discrimination. Et des fois même, les gens auxquels on est confronté, qui avancent certains propos ou qui posent certains actes, ils se rendent même pas compte de l'aspect discriminatoire de leur position. Fait qu'il faut toujours se battre, il faut toujours ne pas avoir peur d'en parler. Le rapport aux autres, c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué. Ça dépend de notre passé, un peu. Ça dépend de notre imaginaire aussi. L'autre, il est qui? S'il est de telle couleur, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce une menace? Est-ce une opportunité? Parce que moi, je pense, de mon éducation et dans mes valeurs, il y a l'Ubuntu. Je me dis que vous connaissez l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est comme une philosophie vraiment africaine qui permet à ce qu'on puisse comprendre que on est ce qu'on est parce qu'il y a les autres autour de nous. Donc, on est interdépendant, n'est-ce pas? Et quand tu grandis dans cet état d'esprit, l'autre, il fait partie de ton écosystème et tu dois composer avec l'autre. Je pense que la seule façon de combattre le racisme, comme je disais, c'est l'éducation. C'est l'arme qui détruit le racisme.
yaram yaram bi jàllulaay yow yaram Yo